70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Yeah! Très, très, très belle touche que le Richard Branson. Juste peser sur le fil là, qui est en arrière de la caméra qui est pluguée. Parce que tu l'as... On est à 70%, donc c'est le début de l'émission. Ainsi va la vie. Je voulais vous présenter le... C'est comme dans le temps qu'on faisait de la radio. Ouais, c'est exactement comme dans le temps. En fait, je voulais vous présenter le party de la Calique qui s'en vient. C'est notre ligue de... On a décidé de se partir une ligue. On est un petit peu les fédérateurs à ce niveau-là. Et on va assumer le... Ouais, ça, je comprends de moins en moins pourquoi. Ah, c'est la caméra. C'est le fil habituel. Et voilà. Vous reconnaissez votre animateur de 70% préféré qui doit d'un bras faire vibrer la magie et de l'autre tenir son micro. Mathieu, est-ce que tu veux venir essayer de... Pendant ce temps-là, je vais en parler de la colique. Sapristi. Donc, le 3 mai qui s'en vient, gros événement bénéfice pour notre télévision préférée. Le but de l'exercice, ça va être de regarder 8 équipes qui vont compétitionner pour avoir le droit de se vanter aux autres que c'est eux autres qui ont gagné. C'est très, très, très utile de faire ça, mais en même temps, ça va nous faire une place où mélanger les idées, boire de la bière. La dernière émission va être en vente. On remercie beaucoup le Brouhaha et Marc Bélanger. Et ensuite, ça apprécie, hein, ça s'améliore pas. Anyway, on s'en va écouter Psy Gentleman, c'est sa sortie toute récente. Je savais pas s'il fallait que je la mette, mais comme ça l'a battu le record de Justin Bieber, je me suis dit qu'il faut quand même célébrer la défaite canadienne. On s'est fait battre par un Coréen, toi. On était sûr que, hein? Ça sent... On a Mathieu qui est content en background. Oui, c'est parfait, ça. Sinon, on est allé au Geekfest. Avant d'en parler, on va remercier aussi notre invité Hubert Mention d'être passé. On a là-bas Emmanuel qui est là pour la soirée. On a Mathieu Boudreau aussi qui est en tabarnak après la console et autre chose. On a Marc-André à la caméra. Et aussi, on a voté pour Page War, alias Mestema, un excellent long métrage tourné à Toronto en 1983, si je me trompe pas. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu, essayer de comprendre les archétypes de ce film spécial. Avant, bon, on se lance dans Psy Gangnam Gentleman, ouais. Tu vois? J'ai failli dire Gangnam Style. Gentleman Style. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je l'écoute, moi aussi. Fait qu'on découvre ça ensemble à douteux.tv, la télé des délaissés. La question qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours préoccupé, c'est la question du qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la chose, qu'est-ce que c'est la personne que j'ai devant moi. Je crois qu'il y a 3 types de questions qu'on se pose dans une vie. C'est le qu'est-ce que c'est quoi ça, hein, c'est vraiment la question de l'enfant d'ailleurs. Le comment est-ce que ça fonctionne et le pourquoi. Le fait de comprendre ce qu'il y a derrière, la mécanique qu'il y a derrière, que ce soit la mécanique derrière un être humain, comment un être humain pense, comment il ressent, que ce soit la mécanique derrière le show business, comment toute cette machine a réussi, comment tout cet engrenage incroyable a réussi à créer des stars. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mentalité du Québec, par exemple? Pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça, etc. Moi, je trouve que ce sont des questions absolument passionnantes. Et chaque fois que dans ma vie, je n'ai pas compris quelque chose, je me suis dit, je vais écrire un livre sur ce sujet. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses, d'autres sujets que je pourrais aborder. Mais au fond, c'est tout le temps la même chose, c'est de comprendre. J'ai trouvé beaucoup de réponses à ces questions, parce que je me suis rendu compte de choses qui sont peut-être toutes simples, mais qui pour moi ne paraissaient pas du tout évidentes au début. Par exemple, je me suis rendu compte de la nature profonde de l'être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain ?
Et quand j'étais enfant, moi je pensais que les êtres humains étaient très différents les uns des autres, que quand on changeait de pays, les gens pensaient différemment, qu'ils avaient des problématiques différentes. Et je me suis rendu compte que c'est tout à fait faux. Il y a quelque chose dans l'être humain qui ressemble à tous les autres êtres humains. C'est pourquoi se comprendre soi-même, c'est évidemment comprendre les autres, parce qu'il y a en nous le dénominateur commun avec tous les autres. Donc moi, je ne crois pas qu'on puisse avancer sérieusement dans la compréhension du monde si on fait l'économie de la compréhension de soi-même. On doit d'abord se comprendre soi-même, ce qui signifie d'abord s'accepter, parce que c'est quand même accepter de voir qui on est, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Accepter de voir qui on est, comprendre comment on fonctionne, comment comprendre ce qu'on a à l'intérieur. Et quand on a bien compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses sur les milliards d'autres êtres humains qui sont autour de nous. Et voilà, tout le temps content de recevoir une personne de la qualité d'Hubert Mention, surtout parce que ses sujets d'intérêt sont beaucoup les miens, puis il en parle d'une manière très, 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 comment dire, intéressante. Merci Hubert. Merci. Donc, Hubert Mention, avocat de formation et de carrière, d'ex-carrière, auteur d'intérêt et de talent, nouveau Canadien depuis près de 10 ans et auteur du livre « Vive le Québec libre » et guide de survie des Européens à Montréal. Écrivain aussi depuis ta venue au Canada, mais aussi conférencier. J'ai entendu dire que tu te lançais là-dedans de plus en plus, on va dire. Et sinon, t'es passé comme docteur showbiz avec Éric Rémy de par le passé. Et Derrière le show de nos jours, ça, Derrière le show, c'est une nouvelle émission de radio à laquelle tu participes. Oui, c'est une émission sur ce qu'il y a derrière le show business, en fait. OK, parfait. Ouais. Parfait. On te sent à l'aise dans ce domaine-là encore une fois. Oui, il aime ça. On s'est rencontrés pour la première fois en 2006, alors que tu étais venu nous voir à 70%. Moi, tout de suite, j'avais trouvé l'éloquence très, très intéressante. La dernière fois qu'on s'est parlé de manière officielle, c'était à la clôture de la deuxième foire de l'absurde. Puis, si je me souviens bien, à cette époque-là, tu travaillais sur un projet de livre avec des Amérindiens. Et puis là, depuis, j'ai vu que ça avait donné quelque chose qui s'appelle Mysticini, Terre des Hommes, Terre des Cris, bien sûr. Et Chibougamau, Dernière Liberté. Ça vient d'où cet intérêt-là pour les Amérindiens? Ah ben tu sais, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas réponse en fait, parce que moi ça m'a fasciné depuis toujours. Bon, je crois que l'Europe a toujours été fascinée par les Indiens d'Amérique, hein, parce que c'est une sorte d'image de la liberté. Et justement, en faisant mes recherches sur les cris, parce que je me suis plutôt intéressé aux Indiens du nord du Québec, je me suis rendu compte que justement cette notion de liberté est une illusion totale, parce que ces autochtones ne vivaient pas du tout dans la liberté, dans la mesure où il n'y a pas une seule minute de leur vie qui n'était pas reliée à toute une série de croyances, de spiritualité, et que l'Indien qui fait ce qu'il veut, c'est juste dans les films qu'on voit ça. OK, bon, voilà. Donc, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir bien booké le sujet? Si tu dis que tu fais des films sur les sujets que tu comprends pas... Oui, mais j'en ai fait 3, parce que j'ai fait... des films, des livres. Des livres, oui. J'ai fait un livre sur la spiritualité des cris, puis j'ai fait le livre sur Mysticini, qui est donc la plus grande réserve cri qui est au Québec. OK. Et puis le livre sur Chibougamau. Donc effectivement, j'ai bouclé, et puis... ça m'intéresse toujours, mais ce qui me rend super content, c'est que j'ai été au bout de ce rêve que j'avais quand j'avais 5-6 ans et que je pensais à ça. Tu es allé à la rencontre du Canada tel que tu l'avais perçu dans ta terre natale. Oui, excellent. Et puis, sinon, est-ce que tu peux me dire oui, le mot oui? Ah, le fameux oui belge. Et voilà, donc 2009, réédition de Tout le monde vous dira non, un titre qu'on vient de prouver trompeur. Pour ma part, j'avoue que j'en suis à 3 achats. Je le prête à mes amis. Il revient pas, hein? Est-ce que le mélange d'informations et d'humour, en fait, je le trouve juste totalement. On reconnaît bien ton style, qui est très, très dans ma ligne, on va dire. Est-ce que tu as mis une formule hypnotisante dans le livre qui fait que, je sais pas pourquoi, moi, j'en ai besoin d'un tout le temps chez moi? Moi, je me suis arrangé pour qu'on ait envie de continuer, ça c'est sûr, parce que moi je trouve que c'est tellement passionnant cette industrie du show business, pas tellement d'ailleurs ce qu'elle produit comme ce qu'on vient de voir, mais la manière, tout ce qu'il y a derrière, comment on arrive à le faire, pourquoi il a refait la même chose, les enjeux qu'il y a derrière, parce qu'en réalité on voit une personne, mais en réalité c'est une entreprise qu'on vient de voir chanter. C'est une entreprise avec des gros investissements qui doit être rentabilisée et tout. Donc moi j'ai toujours trouvé ça absolument passionnant, et depuis lors, je dois dire que depuis avoir écrit la première version, je me suis rendu compte que le show business a envahi complètement
toutes les industries. Ah, C'est-à-dire oui, que la bien sûr. plupart des industries font du show business. Ah oui, même les jeux vidéo, on l'a senti Oui. débouler rapidement. Même, j'irais plus loin parce que toi, tu as écrit ton livre surtout en pensant à la musique, mais finalement, je veux dire, c'est très vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans sont vraies aussi pour le cinéma, Ah, ben oui. pour la bande dessinée, pour les jeux vidéo et tout le reste. Et même pour ce qu'on appelle maintenant le marketing personnel. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que de plus en plus de gens qui ne sont pas du tout des vedettes du show business appliquent des théories du show business pour se faire aimer par leurs électeurs, par leurs clients, Comme Michael Ben ouais. Vendetta. J'en ai trouvé une tranche. Je pense qu'on va aller écouter ça plus tard dans l'émission. Mais sinon, pour l'instant, là, il est arrivé la voix du chagrin d'amour. On te reconnaît un petit peu plus intime, mais encore guide un petit peu. Tu es en train d'explorer la chose spirituellement, le chagrin d'amour. Oui. Ça, c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Enfin, pas à écrire, mais j'ai pris beaucoup de temps à décider de l'écrire. Ok. Parce que j'étais pas du tout habitué à écrire des livres intimes. Et c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont... Moi, j'avais vécu un très grand chagrin d'amour. Et donc, j'en parlais assez librement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Je crois même qu'il y a une majorité de gens qui ont peut-être pas un chagrin d'amour, mais quelque chose qui est proche, hein, qui est une peine d'amour ou une souffrance qui les empêche après d'être heureux. OK. Et voilà, et quand on m'a dit qu'il fallait écrire là-dessus, je me suis dit, ah oui, je vais essayer. Et puis c'est devenu ce livre, qui est un livre très personnel, mais qui m'a permis de... C'est ça, un livre, ça permet toujours beaucoup de rencontres. Oui. Et là, je dois dire que ce que j'ai rencontré, c'est étonnant, parce que les gens qu'on voit, tout le monde, enfin, que ce soit les professeurs d'université, que ce soit des gens qui sont des itinérants, mais je veux dire, derrière chaque personne, il y a une histoire, et la plupart du temps, ce que moi, en tout cas, j'ai constaté, c'est qu'il y a une sorte souvent de destin brisé, et souvent il est brisé à cause d'une histoire de cœur. Et très peu de gens parlent de ça, parce que, surtout les hommes, moi j'ai vu au Québec, par exemple, des hommes qui parlaient de ça en public, et puis autour d'eux, il y avait plein d'autres qui disaient « t'es donc ben ceci, t'es donc ben moumoun, ou t'es donc ben ça ». Ouais. Et les femmes aussi ont une tendance parfois à réagir comme ça, ce qui fait que moi je crois qu'au Québec, il y a une très très grande souffrance des hommes, et on parle... Enfin, de l'étranger, on dit toujours, quand on parle du Québec, c'est toujours les femmes. On dit toujours au Québec, ah oui, mais les femmes ceci, les femmes cela. Mais moi, je crois que la vraie problématique au Québec, ce sont les hommes. Ah bah, OK. Veux pas, ça doit être d'un bord comme de l'autre, mais moi, je dis souvent, pour ma part, que le problème, c'est qu'on est lâche, fait que ça lui permet d'être un petit peu tête folle, on va dire. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une ressemblance entre la mentalité de l'Allemagne et la mentalité du Québec, en ce qui concerne ce problème-là, parce qu'il y aurait une source commune qui serait la défaite. Oh. Qu'en Allemagne, comme les hommes avaient perdu la guerre, les femmes n'ont plus vraiment fait confiance dans les hommes, et qu'il y aurait la même chose au Québec. Le concept de coloniser qui va jusque dans la chambre à coucher. C'est possible. Mais toujours est-il que c'est curieux qu'à la fois, bon, le Québec, on le sait, c'est un pays où il y a un très grand nombre de suicides d'hommes. On est pas mal hommes. dans les champions au monde. C'est un pays qui est extrêmement émotif. Hein. Le Québec, les Québécois sont des très grands émotifs en général. Donc, si on ne donne pas aux gens qui sont émotifs une soupape pour s'exprimer, ils explosent. Oui, voilà. Ouais, ça prend à tout le monde, ça, on est d'accord. Donc, ensuite, on est à 101 mots à sauver du français d'Amérique. Celui-là, c'est la première fois que je l'entendais parler tantôt en faisant ma recherche. Voilà, et ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que au départ évidemment, moi quand je suis arrivé ici, ma sœur est arrivée ici il y a une dizaine de jours, elle est déjà repartie et c'était la première fois qu'elle venait ici et elle me disait avec ses enfants, c'est marrant, on a l'impression de se trouver dans une série américaine avec des personnages qui parlent français. Hein, ça c'est vraiment, moi-même je n'arrive plus à voir Montréal comme ça, mais c'est toujours intéressant d'essayer d'imaginer quel est le regard d'un nouvel arrivant ici. Et ce qui est sûr que la première chose, la plus frappante, je pense, après le paysage urbain, c'est l'accent et c'est le vocabulaire. Et donc moi, j'ai voulu vraiment me pencher là-dessus et je me suis rendu compte en faisant beaucoup d'études, parce que mon grand-père était un grand linguiste, donc moi j'ai toujours été très intéressé par les questions de langue, que ce qu'on raconte sur la langue québécoise, en général, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'au Québec, c'est faux. C'est-à-dire qu'on dit que la langue québécoise est une langue remplie d'anglicismes, parce qu'on cite toujours les mêmes cancellés, etc. Et qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. Et que l'accent québécois, par exemple, c'est l'accent qu'avait la France avant la Révolution. Il y a un linguiste québécois qui a fait toute une étude très intéressante là-dessus. Les O et là, les toué, c'était O. Le roi, c'est moi. Il montre, ce linguiste a montré que les voyageurs français qui arrivent en Nouvelle-France avant la Révolution, dans tous les souvenirs qu'ils ont laissés, il n'y a jamais une seule remarque sur une différence d'accent.
Mais qu'après la Révolution, il y a plein de gens qui disent il parle comme en Normandie, etc. Bon, Et donc lui, en fait, en déduit que l'accent de la France a changé à partir de la Révolution. Et le Québec, en fait, non seulement a une grande capacité à maintenir des mots qui ont complètement disparu du français d'Europe. Par exemple, le mot le plus connu, c'est certainement abrier. C'est un mot qui est très intéressant parce que ça fait 1000 ans qu'il existe en français, c'est quand même incroyable. Ah oui, bah oui. Il n'existe pas pratiquement plus en France. D'ailleurs, de temps en temps, le Robert ou le Larousse viennent ici pour récupérer certains mots pour les faire revivre en France. Ah oui, oui, oui. Et puis on est même aussi, notre Office de la langue française est l'institution qui invente le plus de mots français à chaque année aussi. Oui, ça c'est un autre combat. Mais bref, ce livre-là, il était vraiment destiné à ce que les Québécois, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans tous mes livres sur le Québec d'ailleurs, à ce que les Québécois soient fiers de leur culture et de leur histoire que malheureusement ils ne connaissent pas assez. Mais c'était vraiment ça le but. Et voilà, ben merci beaucoup. Sinon, d'autres projets, comment on peut te suivre? On parlait tantôt de Derrière le show, c'est où ça se passe? Alors c'est uniquement une radio qui est sur Internet. Okay. Entre-temps, il y a eu un film aussi. J'ai écrit et produit un film avec Emilia Tamko sur un grand maître spirituel qui a vécu en France à la fin du XXe siècle. Ah, j'étais pas au courant. Ouais. Ah ben, si j'avais su, j'aurais apporté un DVD. Ben, oui, ça va me le prendre, c'est sûr et certain. Sinon, est-ce que tu as appris à jouer à Magic depuis qu'on s'en est parlé? Non, pas encore. Hein? Donc, on va se le faire. C'est la seule fois de toute la vie de Michael Vendetta qui va être si bien entouré. On revient pour une deuxième partie de l'entrevue avec Hubert Mention. On va tomber plus dans le jus de pourquoi que je t'ai amené ici. En attendant, à douteux.tv, on vous offre Michael Vendetta. Parle-moi d'un gars qui s'est franchisé de la... J'aime pas les moches, hein, donc je parle pas aux moches. Enfin, moi, en fait, c'est pas trop mes amis parce qu'en fait, tout ce qui se ressemble, ça semble. J'ai supprimé tous mes potes et tout. J'ai dit, allez, cassez-vous, ils servent à rien. Tu te sens supérieur aux autres? Oui, bien sûr. Totalement. Rien que par rapport à l'aspect vestimentaire, par rapport à votre physique. Hop. Bonsoir. 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 Voilà. Je m'appelle Michael Vendetta, c'est une marque déposée à l'INPI, donc vous pouvez plus rien faire maintenant. Je suis un peu une icône nationale, bientôt internationale quand tout le monde me connaîtra dans le monde entier. C'est un concept, c'est le concept de la bogossitude. Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un beau gosse. Et habille-toi à classe aussi. Le concept, c'est la Bogos Life de Michael Vendetta. Donc le concept, c'est on me suit toute la journée en week-end, en sortie, en train de faire du sport, en train de signer un single. Voilà, voir l'évolution de Michael Vendetta, savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pour réussir, son évolution. Et ensuite, on va lancer un single, c'est ça l'exclusivité. Donc après l'interview, on va direction By Music pour signer un single. Brad Pitt à 20 ans, il n'était pas aussi beau gosse que moi. Moi, avec de l'âge, on va prendre soin de moi, on va faire un dégommage, on aura une peau magnifique, on va me refaire encore mieux les dents, bien taillées, blanches, magnifiques. Donc forcément, après, je serai encore plus beau que lui. C'est sûr. Bien sûr, mais en plus, j'ai un corps d'Apollon, donc forcément, j'ai un corps d'Apollon, une statue grecque, c'est-à-dire que je suis parfait, quoi. J'ai tellement la classe que les gens, ils se sentent ridicules face à moi. Tu te la racontes quand même beaucoup. Non, je me la raconte pas, c'est la réalité, c'est visuel. Que moi, j'ai limite pas besoin de le dire, c'est parce que là, c'est une interview et vous me posez des questions, je vous réponds, tout simplement. Moi, je vends du rêve. Le rêve que je vends, c'est le corps, mon corps. Tout le monde aimerait être comme moi. J'ai suivi Nicolas Sarkozy, j'ai suivi Schwarzenegger, un petit peu musclé. Brad Pitt. Donc, ça nous intéresse pas vraiment de finir ce que le monsieur pas de vocabulaire a à dire. S'il y a une chose sur laquelle j'adore t'entendre, Hubert, c'est bien les médias en général. J'aimerais ça que tu me parles de pudeur et de médias. Selon l'angle que le mot pudeur te fait le plus plaisir d'être abordé, là. Oui, bien, moi je trouve que d'abord il y a un truc qui est très intéressant à constater et que tout le monde a déjà vu d'un point de vue géographique, c'est que en Europe il n'y a pas de problème pour montrer la nudité à la télévision, dans des films, dans des téléséries, etc. Pourtant il y en a une très grande au Québec. Pourquoi? Ça, c'est une question très intéressante, parce que quand on analysait ça avec les Américains, on pouvait toujours se dire que c'était le protestantisme et le puritanisme. Et ici, c'est pas vraiment ça, puisqu'il n'y a pas vraiment le protestantisme au Québec. Alors pourquoi est-ce que le Québec reste aussi fermé à la nudité, alors que par ailleurs le Québec est ouvert à de l'impudeur, hein? C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de difficultés au Québec à évoquer des questions purement sexuelles
il y a beaucoup moins de difficultés à le faire qu'en France. Ah bon? Oui, c'est très très curieux. La France a une facilité, l'Europe francophone en général a une grande facilité à exprimer ses sentiments que le Québec n'a pas, selon moi. OK. Mais le Québec a une grande capacité à exprimer ses émotions que la France n'a pas. Et il y a une distinction très intéressante entre les émotions et les sentiments qui pose beaucoup de problèmes aux Européens qui arrivent au Québec comme aux Québécois qui vont en France, par exemple. Parce que un Européen qui va voir une Québécoise qui a beaucoup d'émotions va déduire qu'elle a beaucoup de sentiments. OK. Ouais. Mais ce n'est pas du tout le cas, forcément. Hein. Moi, j'ai connu le cas, je me souviens très bien d'un chanteur qui avait rencontré une Québécoise il avait passé 1 ou 2 nuits d'amour avec elle, et donc il était absolument persuadé qu'elle avait des grands sentiments pour lui. Il rentre chez lui, il se sépare de sa copine, il revient ici avec armes et bagages, il sonne à sa porte. Et elle l'ouvre, elle dit: qu'est-ce que tu fais ici? Il dit: je vais vivre avec toi, parce que c'est. Il dit: tu te prends pour qui? Il n'a jamais été question qu'on vive ensemble, etc. Donc il y a une très très grande difficulté à communiquer sur cette question-là, la question des sentiments et la question des émotions. Mais maintenant, sur la question de la pudeur, je trouve que d'une certaine manière, les médias sont tout à fait impudiques, parce qu'il y a une véritable impudeur à continuer à entretenir l'être humain de ce dont on l'entretient avec tout ce que l'être humain est en train de traverser. Donc c'est sûr qu'on peut toujours dire, du point de vue de la pudeur dans son sens le plus propre, que c'est une école d'hypocrisie, parce que de toute façon, la plupart des publicités, la plupart du marketing qui est fait dans les médias, c'est quand même du marketing qui est fait sur base de la sexualité, sur base du désir, sur base du manque. Les innuendos, il faut tout le temps vider, puis on voit tout le temps des... Tout le temps. Mais l'impudeur épouvantable des médias, c'est, on en parlait un peu avant de commencer l'émission, c'est de présenter une image commune et de présenter une aspiration commune à des êtres humains qui sont si différents. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est absolument abominable, et ce qu'il est encore plus, c'est cette falsification de l'image. De l'image du corps, de l'image de la représentation de soi, qu'on montre comme étant la normalité, et on se retrouve avec des conséquences de ça dans le concret qui sont effrayantes. Moi, je me souviens avoir discuté avec des gens qui sont jeunes, qui sont dans la jeune vingtaine, et je les voyais très dépités par l'avenir, et je me comparais à ma génération quand on avait 20 ans. Je leur demandais: mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression, mais peut-être qu'elle est fausse, mais pourquoi ai-je l'impression que vous n'avez pas envie de vous battre pour réaliser vos rêves, pour lutter contre l'oppression, etc. Et la réponse qu'ils me donnaient, c'était toujours: mais on n'a aucune chance. Parce que quand on se compare à ce qu'on voit, c'est-à-dire les hommes beaucoup plus musclés, beaucoup plus riches, les femmes beaucoup plus sexy, etc., quand on se compare à ce monde qu'on voit en permanence, nous, qui ne sommes rien de tout ça, à quoi ça sert qu'on essaye? Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que dans l'esprit des jeunes générations, mais aussi des générations plus adultes, il y a une comparaison permanente entre l'image et soi. Parce qu'ils n'ont pas appris à lire l'image. C'est-à-dire qu'ils croient ce qu'ils voient. Ils pensent que voir, c'est savoir. Et ça, c'est très intéressant, parce que savoir, l'étymologie de savoir, c'est le latin sapere, qui est goûter. Et goûter, ça n'a rien à voir avec voir. Ouais. Et ce n'est qu'en goûtant quelque chose qu'on peut savoir ce que c'est. Ce n'est pas en regardant cette chose qu'on peut le savoir. Non. Or, ce qu'on voit, ce sont des corps qui n'existent pas. C'est du bonheur qui n'existe pas, parce que finalement, toutes ces publicités, non seulement elles nous vendent des corps, mais ce qu'elles nous vendent toujours, c'est le bonheur. Oui. C'est-à-dire, je suis très heureux de manger enfin ce fromage, je suis très heureux de porter cette petite culotte, je suis très heureux d'avoir cette voiture. On nous vend un bonheur perpétuel à des gens extrêmement malheureux. Oui. Oui. Et moi, je suis en train de faire des conférences qui s'appellent « Se libérer de l'image », parce qu'un jour, j'étais en voiture, je passe à côté d'un abribus, et je vois un pauvre type en train d'attendre le bus dans l'abribus. Enfin, un pauvre type, pas un pauvre type, quelqu'un de normal en train d'attendre. Il pleuvait, puis lui... Et à côté, dans l'abribus, il y avait une publicité. On voyait 3 filles, à moitié nues, en maillot, en train d'être super heureuses sur une plage. Et je me suis dit, mais comment se sent ce type dans l'abribus? C'est-à-dire nous, parce qu'on a tous été dans cette situation. On est tous ce type dans l'abribus. Comment il se sent? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau quand il voit ça? Et de là, moi, j'en ai sorti toute une conférence destinée surtout aux jeunes, pour leur apprendre que voir, ce n'est pas savoir, qui sont perpétuellement manipulés. Et je veux ajouter une chose qui est très, très importante. Tu sais, quand on dit, demain, je vais à l'hôpital, par exemple.
Eh bien, on sait que le cerveau, quand il dit le cerveau de celui qui dit cette phrase-là, produit immédiatement des images d'hôpital. En fait, nous pensons par image. Si demain je vais chez le coiffeur, j'ai des images de coiffeur. Et voilà, juste dire un arbre, tu viens de manipuler tout le monde à imaginer chacun leur arbre, mais tout le monde pense à un arbre. Mais le problème, c'est qu'on sait maintenant que quand le cerveau fait ça, il va chercher dans sa médiathèque intérieure, dans sa bibliothèque, la dernière image qu'il a vue ou l'image la plus consensuelle. Donc, quand aujourd'hui, par exemple, quelqu'un dit « je vais vivre une histoire d'amour avec une femme », ce qu'il voit dans sa tête sous forme de pensée, c'est ce qu'on lui a montré dans les médias. Ouais, voilà. Donc, à partir du moment où il y a un choc, d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais c'est très intéressant à ce niveau-là, à Paris, il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Paris. Le syndrome de Paris, c'est le choc. Ah ouais, c'est ce qui est incroyable. Ouais. C'est le choc psychiatrique qu'ont les Japonaises quand elles arrivent pour la première fois à Paris et qu'elles confrontent à ce qu'on leur a dit de Paris, la réalité de Paris. Okay. Et c'est un psychiatre japonais qui a décrit ce syndrome-là. Et on se retrouve, je pense qu'on va se retrouver de plus en plus, et pour moi c'est déjà parti il y a longtemps, on se retrouve dans une confrontation perpétuelle entre la réalité et la fiction, et dans un monde, et je l'avais déjà dit dans Tout le monde vous dira non, où de plus en plus de gens vont exiger que la réalité ressemble à la fiction qu'on leur a vendue. Ah oui. Puis même d'ailleurs, on en vient à ne plus avoir envie de tenter des choses. On tombe plus facile dans l'apathie du fait que les standards sont de plus en plus inatteignables et qu'on les accepte, ces standards-là, à la place de décider de les réfuter. Tu vois, par exemple, dans le livre sur le chagrin d'amour, j'avais étudié beaucoup cette question, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit à l'autre « je t'aime » est-ce qu'il sait qui il est lui-même pour dire « je » 2, est-ce qu'il sait qui il est l'autre pour dire « tu » et 3, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire aimer? Et finalement, la conception que nous avons de l'amour, c'est une conception qui découle directement des médias. Elle ne découle pas de nos parents, parce qu'on n'a pas vraiment vu nos parents faire l'amour, mais on a vu des étrangers faire l'amour, et on a vu des autres avoir un comportement avec lequel on nous bassine dans le monde occidental pour dire c'est ça l'amour, et si vous n'êtes pas comme ça, alors il y a un problème. Ouais, exactement. En fait, c'est plus difficile d'en venir à explorer ou imaginer une façon de faire ou de le vivre, l'amour, qui n'est pas celle qui est comme ça. Et je me souviens d'une Ukrainienne qui avait été interviewée, son témoignage était très intéressant, c'est une vieille dame, elle avait 85 ans, elle disait, vous savez, moi je viens de me rendre compte que malheureusement je n'ai jamais aimé mon mari. On est restés ensemble pendant 60 ans, mais je viens de me rendre compte que je n'ai jamais aimé. Alors on lui dit, pourquoi ? Et elle dit, parce que moi je croyais que aimer c'était ceci, mais je viens de me rendre compte grâce à la télévision que aimer c'est courir sur des plages, c'est offrir des bouquets de fleurs, etc., etc. Donc elle disait très sincèrement, je n'ai pas aimé. C'est bon ça. Elle changerait pas ça pour rien au monde, mais elle l'a jamais aimé. Et pour en revenir sur le point, le dernier truc que je veux dire, il y a une telle confusion aujourd'hui entre l'émotion et le sentiment, que beaucoup de gens qui n'ont plus d'émotion disent qu'ils n'ont plus de sentiment, et ils disent, moi je te quitte parce que je n'ai plus les papillons dans le ventre. Mais ça, c'est de l'émotion, ce n'est pas du sentiment. Et c'est parce que, évidemment, le visible, c'est l'émotion, puisque ça vient du latin ex movere, bouger. Okay. Donc l'émotion fait bouger. On pleure, on tremble, on rigole. Ça, c'est de l'émotion. Le sentiment, lui, il était invisible. Mais qu'est-ce que le média... Donc les émotions sont des manifestations de sentiments. Voilà. Okay. Mais qu'est-ce que les médias peuvent nous montrer? C'est évidemment le visible. Ouais. Donc ils ne peuvent nous montrer que l'émotion. Donc rien que cette confusion-là, elle crée des désastres. On le sait que les 3 filles sur la plage, tantôt, ils n'étaient pas en train de penser au gars dans l'abribus. Non, et qu'en plus, elles n'existent même pas. Ouais, sûrement. Ce sont des photoshopés, des femmes photoshopées qui n'existent même pas. Puis, est-ce qu'ils voulaient en France, dernièrement, obliger les photographes à mettre une notion, en fait, un petit sticker comme de quoi que l'image avait été retouchée? C'est-tu des mesures viables, ça? Non, ça ne servira à rien, parce que de toute façon, le problème, si par exemple maintenant je dis le mot Paris, il y a beaucoup de chances que tous ceux qui nous écoutent voient immédiatement la Tour Eiffel, même s'ils n'ont jamais été à Paris. Bon, et c'est ça le problème. Le problème de base, c'est ça. C'est que c'est cette réduction qui est faite. Alors dire que c'est photoshopé, moi je pense que les gens s'en foutent complètement parce que ce n'est pas ça qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est le bonheur. Ouais, exactement. Et continuer à faire croire aux gens qu'ils peuvent acquérir le bonheur par autre chose que ce travail sur l'intériorité, c'est la plus grande imposture du XXe et du XXIe siècle. Mais c'est une imposture terrible, parce que ça rend les gens malheureux. Et voilà, je suis très d'accord. Merci. Sinon,
je voulais te poser une question sur qu'est-ce qui se passe avec les majors à Hollywood? Qu'est-ce qui se passe avec Hollywood? Est-ce qu'ils sont pas en train de se coaguler dans une masse qui ne pense plus et qui va standardiser tout ce qu'on voit? Eh bien, On est avec tellement de reload, de réadaptation, de relecture des mêmes concepts. On se demande si les millions qui sont investis là-dedans le sont pour des bonnes raisons, tranquillement. Je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut en tout cas pointer. Le premier, on vient de le voir dans le clip qui était diffusé à l'instant, là, c'est la fameuse Yesterday Recipe. Hein. La Yesterday Recipe, donc la recette d'hier, la recette de ce qui a marché par... On change pas de ce qui a goaler marché s'il avant. gagne. Ça a toujours été la grande recette d'Hollywood. Et l'autre recette, c'est de mettre du vieux vin dans des nouvelles bouteilles. Hein. C'est-à-dire qu'on va toujours servir la même soupe, mais sous une forme un peu différente. Mais je crois aussi qu'il y a un élément qui est très important et qui est lié à ce qu'on disait tout de suite, c'est que finalement, plus je me sens mal, hein, plus j'ai besoin de spectacle. Ouais. Plus j'ai besoin d'un spectacle violent, ou s'il n'est pas violent, un spectacle qui arrête complètement ma pensée. Et je crois que par la qualité technique des films d'Hollywood, mais même, je dirais même les films québécois, quand on regarde 19-2, moi l'autre jour je participais à une émission de radio, et tout le monde était scandalisé parce que je dénonçais 19-2, parce que je trouve que c'est très bien fait techniquement, mais c'est absolument honteux au point de vue humain, 19-2, parce que ce n'est que de la déchéance de tout le monde, du début à la fin. Et moi, je me place dans la tête d'un enfant qui regarde 19-2, puis qui regarde encore une autre série québécoise, et puis encore une autre série. Il n'a jamais de héros. Il n'a jamais un héros, pas un super-héros, mais au moins quelqu'un qui s'en sort. C'est tout le temps des gens qui dépriment. Qui règlent des problèmes avec d'autres problèmes, souvent, oui. Ces affaires. Alors on se demande ce que les créateurs de ces séries-là ont dans leur tête. Parce que comment se fait-il qu'à aucun moment, il n'y a même pas de catharsis au point de vue même dramaturgique, il n'y a même pas de catharsis. Donc ça, je ne comprends pas. Ouais. Mais pour Hollywood, ce que je veux dire, c'est que plus les gens sont stressés, mais ils ne sont stressés selon moi que par les médias. Hein, que parce qu'il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du grand méchant monde, qui est la représentation que les individus sont en train de se faire du monde à cause des manipulations médiatiques. Hein. Par exemple, c'est un exemple que je trouve très étonnant, le cancer du sein. La plupart des femmes croient que le cancer du sein va les toucher dans la trentaine, alors que statistiquement, le grand problème du cancer du sein, c'est après 70 ans. Ah. Oui. Ce qui fait que les femmes qui ont plus de 70 ans, comme elles croient que ce sont les femmes de 30 ans qui sont sujettes au cancer, ne vont pas se faire ausculter, et donc ça crée un problème dans la réalité. Mais on est en train de vivre dans un monde où toutes les informations sont quand même extrêmement manipulées. À cause de ça, on se sent mal, on se sent perdu, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Donc, quand on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un héros d'un film catastrophe. Ouais, quelqu'un qui... on réussit par procuration. Est-ce que tu penses que les blagues de Newfie seraient plus drôles si on disait que le Newfie est sioniste? Ça. Aujourd'hui, avec ce qui vient de passer à Boston, là... c'est un sujet, oui. Ouais. Okay. Donc on s'abstient. Ok, c'est bon. En fait, merci beaucoup, Hubert. C'est tout le temps un plaisir de te recevoir avec nous. On va sûrement se le permettre par le futur. Avec plaisir. T'es le bienvenu, passer le reste de l'émission avec nous. On va aller écouter un petit clip qui introduit le héros du film de ce soir. Vous allez voir, il y a des lunettes spéciales, un petit peu comme la nièce du Dr Gadget. Là. On est à 70%, puis on revient pour débouler avec nos chroniqueurs habituels. Merci. Pow. Bradford, compte 010 37 64 82, caisse centrale, prélèvement $20. Salut, Cal. Bonsoir, Paul. As-tu réussi cette réparation? Ah, ça a très bien marché. Ça devient trop facile. Quelle performance? 3 minutes de plus qu'hier. Quand on court, il ne faut pas penser. Ton compte en banque te préoccupe. Oui, je vais régler ça demain matin. Paul! Bonsoir. Tu vas te décider à m'aider ou non? Tu veux que je t'aide pour tes paquets? Vite! Vite!
t'avais demandé les filets de sel et tu apportes tout le magasin. Je suis sûre que tu n'as plus rien dans ton réfrigérateur. J'ai pensé faire œuvre utile. Ah oui? Oui. Oh, rends-moi 20 $, c'est moi qui offre le vin. J'ai choisi un vin de Californie de 1980. C'est pour toi. Oh, Paul! Elles sont merveilleuses. T'es gentil. C'est curieux, j'ai vu au moment où Gwen. je suis entrée que tu n'avais pas ton Gwen, habit. je veux t'épouser, Gwen. Quoi? Je veux t'épouser, c'est vrai. Écoute, j'en ai même parlé avec Cal, qui est d'accord et qui dit que Tu ça en as marchera. discuté avec Carl? Oui. Oh là là, il fallait que ce genre de truc m'arrive, que je devienne folle d'un gars qui vit avec une machine. Non, tu ne comprends pas. Cal est un ami qui me conseille sur tout. C'est lui qui me donne de la Oh, langue. toi, avec tes boniments, tu finirais par me faire croire que c'est cette foutue machine que tu vas épouser. Dis, que vas-tu imaginer encore? Me marier? C'est important, monsieur Bradford. Tu comprends? Pour pouvoir accepter, il faudrait que je sache si à tes yeux je compte plus que cette machine. Oh, tu vas la vexer. C'est bien ce dont j'ai Je peur. peux plaisanter, non? Enfin, je t'affirme que je ne suis pas amoureux de cette machine et que je le suis de toi. Ok? Vous voyez, il y avait l'amour dans le couple. C'est beau, hein? On est allé à l'hôtel Espresso pour le Geek Fest et on a fait découvrir aux gens là-bas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'avaient jamais entendu, cette excellente publicité. Donc on est à 70%, c'est à ça qu'on sert. En voyage d'affaires ou bien en famille, ne cherche pas plus loin, perds pas ton temps et ramène-toi ici. L'hôtel Espresso, une place de choix au cœur du centre-ville, à proximité des restos et des boutiques les plus in ici. T'en as pour ton argent, c'est bien plus qu'un hôtel, c'est une expérience. Va donc voir notre site, si tu tournes nos chambres, belle, attends de voir les suites. Que tu viennes avec Chantal, Lise ou Marilyn, y a de la place en masse tout autour de la piscine. À l'hôtel Espresso, y a tout ce qu'il faut à l'hôtel Espresso. Si tu veux te gaver, on a même un resto. Puis après y a un gym pour tes kilos en trop. À l'hôtel Espresso, that's where you wanna go. À l'hôtel Espresso, discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Mais si ta femme te pogne, va pas te plaindre au dire-l'eau. À l'hôtel Espresso, Un hôtel rénové, un service de qualité. Faut surtout pas oublier le café gratuit à l'entrée. Toutes les chambres équipées d'ordinateurs pour surfer. Un 877, hôtel 50, à l'hôtel Espresso, y a tout ce qu'il faut à l'hôtel Espresso. Si tu veux te gaver, on a même un resto. Puis après y a un gym pour tes kilos en trop. À l'hôtel Espresso, that's where you wanna go. À l'hôtel Espresso, discrétion assurée si t'emmènes une bimbo. Mais si ta femme te pogne, va pas te plaindre au dire-l'eau. À l'hôtel Espresso. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. C'est moi ça. T'as une moustache. J'ai encore une moustache. Ouais, juste caché cachée par par est accompagné. C'est ça. C'est étendu. Bonjour. Allô. Allô Bruno. Alors, grosse semaine pour la dépression. On y va tout de suite avec une bonne nouvelle. Les responsables d'une école pour les cas spéciaux de la ville de Godalming en Angleterre fait face à des actions disciplinaires après qu'il ait été révélé qu'on y avait intentionnellement permis à un étudiant de s'automutiler avec des lames de rasoir. La politique d'automutilation contrôlée avait été avait été instaurée par la Onstead Park School qui se spécialise dans l'éducation des personnes autistes. La mère de l'étudiant faisait partie du comité ayant conçu la dite politique. On permettait donc à l'étudiant de s'isoler pour se couper avec des lames de rasoir propres et on nettoyait ensuite ses plaies. La police aurait enquêté sur le cas, mais en serait venue à la conclusion qu'aucune loi n'avait été brisée, donc elle aurait fermé le dossier. Le département de l'éducation s'est dit profondément inquiet de cette pratique et le dossier sera étudié. Ouais, ben, en tout cas... c'est un nouveau cas. Quelqu'un a une opinion là-dessus? Opinion, je suis pas sûr. Non, je peux pas aller là.
C'est ça, ça m'étonne. C'est dans l'univers. Ça m'étonne, ouais, c'est ça. Elle était touchée celle-là. J'étais pas sûr que je la ferais. Mais je me suis dit, je vais commencer avec à la place. Yes. Oh. Way to go. Lighter side of news. C'est ça. D'accord, un homme de 61 ans s'était fait domper par sa blonde de 64 ans et a décidé de se venger en se faisant passer pour elle sur Craigslist et en incitant une pléthore d'hommes d'âge mûr en manque à venir chez elle. C'est pas lui qu'on voit ici, là. J'ai juste tapé Horny Old Man sur Google. C'est la première photo qui est apparue. Vive Internet. C'est le Horny Old Man générique. Ouais, exactement. Après que leur relation de 6 mois n'ait pas fonctionné, la femme avait obtenu une ordonnance restrictive contre son ex-chum. L'homme a alors décidé de mettre un message sur le site d'annonce classé affirmant « Je suis une femme d'âge mûr qui cherche à avoir du plaisir et de l'aventure dans ma vie. J'aimerais rencontrer un homme dans la cinquantaine qui a un gros pénis pour me donner du plaisir. » La femme aurait mis plusieurs pancartes sur son terrain incitant les vieux cochons à revirer de bord, mais devait quand même en chasser plusieurs par jour. Les plus tenaces qui regardaient les pancartes et qui faisaient comme non, ça veut dire oui. C'est ça. L'ancien chum est accusé de stalking et fera de la prison. Là. Ouais, sûrement. Ça finit tout le temps bien, ouais, cette histoire. Let's go, Bruno. D'accord. Un homme qui gardait le chat d'une amie la poursuit pour 100 000 $ après que le chat l'ait sauvagement et malicieusement attaqué, laissant des blessures sérieuses sur son annulaire et son avant-bras. William Baxter de Homer Glen en Illinois affirme que la propriétaire du chat, Kristen Boback, aurait dû savoir que son chat était violent et l'avertir. Le profil Facebook de William Baxter révèle qu'il est marié à une Kristen Boback. Non, on n'est pas certain si c'est la même Kristen Boback que celle qui avait le chat, mais oui, c'est elle. La poursuite a refusé de commenter sur ce détail. Baxter et Boback aussi ont refusé de commenter. Oh ouais, surprenant ça. Ouais. Ben, merci beaucoup Bruno, tu reviens pour un autre bloc tantôt. Oui, monsieur. C'est bon ça. Oh! Hey, ça j'aime ça, ce loop-là, moi. Fait longtemps que j'en ai pas parlé, là, mais je me retiens depuis une couple de semaines. Ah ouais? Ah, c'est mon préféré. On te connaît pas capable de te retenir. Tu sais, le bonheur, Tommy, hein, on en parlait tantôt, c'est dans les petites affaires, tu sais. Cueillir une fleur, tu sais, partager un repas entre amis. Hein? Oui, oui. Fesser, c'est un quêteux. Ces temps-ci, moi, ça va pas bien. Je tourne en rond, hein. Les mystiques, ils disent que j'oroborose. Tu sais, j'étais à 0. T'sais. OK. Dans le temps que j'étais dans les gangs de Bessic, c'était bien plus facile. On vendait de la dope, on contrôlait les bars puis les putes, ça avait de quoi de ludique. Hey, à un moment donné, là, si tu comptes les polices corrompues puis les juges achetés, j'avais quelque chose comme 337 employés. Chris, j'ai gagné 3 ans de suite le trophée Capone. Remis à l'entrepreneur de l'année au Bandit Award. Ben, c'était stressant pas mal, ce job-là. Là. Fait que pour décompresser une fois de temps en temps, ben, je me déguisais en ninja puis j'allais en dessous des ponts péter des quêteux. Là, c'est parce que la semaine passée, ma psychologue, elle m'a dit que j'avais besoin de relaxer, d'arrêter de penser à tous mes problèmes. Bon, en même temps, c'est certain qu'après 3 pots par la tête de ces fleurs, j'avais sûrement l'air tendu un peu, t'sais. Mais j'ai pas trouvé ça fou. T'sais. Des fois, tu te dis, un diplôme, ça sert pas juste à se torcher. T'sais. Fait que je me suis mis à fesser des quêteux encore. Il y en a qui vont méditer. Moi, mon silence mental, je l'atteins en défonçant la matière. Hein? Puis on le sait. Ben oui, ben c'est comme ça que je suis. Puis en plus, ben la matière, plus qu'elle est dense, mieux que c'est. Hein? Puis en matière de densité, le quêteux, il est assez étonnant. Le nombre de virus, microbes qui se retrouvent sur ce quêteux. Combien de fois, moi, hein? Juste moi, j'ai été obligé de me faire piquer pour le tétanos après un combat. Hein? Ce que j'aime le plus, moi, là-dedans, c'est que tu sais jamais. T'sais, des fois, c'est facile. Là, il est sous, tu le pousses, il crisse la face à terre, il se pète le nez, là, il chigne dedans. Il n'y a pas de challenge. En termes d'adversaire de ruelle, le plus le fun que tu peux pogner, c'est le junkie défoncé raide sur le speed. D'ailleurs, moi-même, j'en fais 7-8 avant chaque combat.
T'es comme plus rapide, puis dépendant de ton mix personnel, tu peux même en venir à te faire des espèces de potions d'invincibilité, tu sais. Ça dépend juste de la branche que tu prends en pharmacologie rendue à l'université, là, tu sais, à Poudlard, là. Oui. Bon, ben, à l'Université de Montréal aussi, là, encore là, ça dépend de la branche que tu veux prendre. Tu sais, tu peux apprendre par cœur des milliers d'informations puis finir à travailler 40 heures semaine à vendre des tampons puis du sirop contre le rhume. Ou tu peux vivre des aventures palpitantes avec des chars qui volent puis un géant sympathique. Tu sais, c'est toi qui le sais. Mais là, je le sais, tu sais, c'est mal vu en société de dire que tu pètes des quêteux, tu sais. Hey, quelle société n'a pas ses tabous, je le demande. Effectivement. Mon père, il disait les tabous, c'est pour la religion puis les Chinois, tu sais. Il avait raison, là. Je me souviens, le matin même de sa mort, là, il lisait le journal puis il disait les hosties de Washington. Check ben ça, en 2015, ils vont devenir la première puissance mondiale. Esti, on va tous devenir des Chris de jaune, des bourreaux de travail, d'hosties de ciboire de Chris, de tabarnak, de robots sales, de calices. Tu vois que mon père était un homme qui laissait s'échapper quelques sacres à l'occasion. Oui. On reconnaît la touche. Voilà. Ben lui, il avait appris son alphabet en arrière des boîtes de céréales. C'est ça que ça a donné. Ma psy, a dit aussi que je prends trop de drogue, tu sais. Mais ça m'aide à m'oublier, tu sais. Puis ça, c'est pas comme si j'étais pauvre puis que je pouvais pas m'en payer. Moi, j'ai fait fortune l'année passée à la roulette française sur Internet. Je suis d'ailleurs le seul être humain à avoir fait une scène avec ça. Anyway, tout ça pour te dire que des fois, tu sais, tu vas pas bien. Tu te changes les idées en te trouvant une activité, puis whoop, ça passe. Puis là, ben, ta vie de souffrance perpétuelle d'esclave de banals spectacles puérils et absurdes, ben, il peut continuer à jamais, là. Comme une soupe tiède que tu goûtes à l'infini sans jamais qu'elle soit à la bonne température. Moi, je pense que je suis en dépression, Tommy. Ben déjà, je vais pas pire parce que je viens de m'en apercevoir. Ah, ça avance. Fait que, conseil, hein? Laisse-toi pas manger à laine sur le dos. Fais jamais confiance à une araignée qui t'offre un hamac. Pis si tu réponds au téléphone, pis c'est encore Belle qui t'appelle, OK? Tu vas lui dire... « Oh wow, je suis assez content que vous m'appeliez, c'est parce que je me sens tellement seul. Il y a 3 jours, mon mari puis mes enfants sont morts. Mais vous savez, moi, j'ai pas d'autre famille. Fait qu'à part le gars des pompes funéraires puis le gars des assurances, vous êtes la 3e personne à qui je parle. Pensez-vous que je m'en calisse pas de votre connexion Internet? » Des fois, ça peut... Moi, je l'ai fait la semaine passée puis ça a fait un fret. Ouais. Je vois pas pourquoi. Finalement, un ami. Voilà. Fait qu'en terminant, ben, si tu votes pour moi, hein, t'as un sacré problème. Merci beaucoup, Mathieu. On va aller écouter une autre séquence du film de ce soir. Vous allez voir que l'ordinateur fait partie des problèmes de couple de notre héros assez tout le temps. Cuisinier. Tu trouves? Cette recette, c'est Cal qui l'a trouvée en compilant une publication du Muséum d'Histoire Naturelle. Elle est très gentille. Oh, j'ai oublié le dessert. Je n'ai pas envie de dessert. Attends de l'avoir vu. Regarde. Tadam! Oh. Est-ce que ça te convient? Oh, chérie, je t'adore. Ce que tu vis avec Cal, c'est comme une relation vicieuse. Je ne le supporterai pas longtemps. Je suis trop possessive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rien, sauf si tu acceptes de capituler. Je te veux pour moi sans restriction. Je serai tout à toi. Je le suis déjà. Approche-toi. Allez, viens. Que veux-tu faire? Assieds-toi. Cal, je veux les donner du mariage d'un homme qui a de l'avenir avec une femme jolie, sensible et qui a la tête Suffit dure. comme ça. Ne me prends pas pour une idiote. Souviens-toi que j'ai bien plus de bon sens que toi. Prévision de ce mariage, le succès. Il n'y a qu'un seul moyen. C'est de t'emmener au lit. Là, tu feras attention à moi. C'est pas un souper, ça? C'est qui sont nos légumes? Tu veux des légumes? Tiens. Mange ketchup. Je veux des légumes chauds. Je peux te faire chauffer du ketchup si tu veux. Oh, t'es pas fin.
Je te dis que les Jingle Cats ils ont pris une drôle de tournant dans leur carrière. Hein? Alors, oui, bienvenue aux aventures de Gaetano. Tommy, si tu peux tout de suite y aller avec le... J'ai préparé un beau graphique pour montrer les résultats du vote. Assez Merci épique. encore à tous ceux qui ont voté en grand nombre. Oh, wow. Tu vois, même le vert est remplacé par un arbre. Bon. Alors, vous pouvez constater, selon ma pointe de tarte, que ce qu'il a gagné, c'est qu'il va retourner sauver son ami des griffes du vilain golem. Les gens sont assez romantico. Ouais, mais ça a passé proche de virer bizarre, par exemple. À un vote près de peut-être devenir pêcheur. C'était mon vote, moi. Ouais, t'avais juste à aller voter. Non, mais j'ai voté. Ah, c'est vrai, toi. Bon. Ben, t'avais juste à te trouver un ami pour voter avec toi. J'avais juste à convaincre quelqu'un de mes intentions politiques. Alors, on reprend tout de suite, tiens. Laissant derrière lui une retraite assurée et se promettant de revenir la chercher lorsqu'il en aurait le temps, Gaetano se détourna de la pierre précieuse pour considérer ses options. Il avait échappé son arbalète lorsque le golem l'avait projetée dans les airs et elle se retrouvait maintenant au pied du monstre. Gunther se débattait en vain dans la poigne puissante de son tortionnaire, ses mouvements perdant de plus en plus de vigueur au fur et à mesure que l'étau se resserrait. Chassant de troublantes envies de mer calme et de filets remplis de poissons, Gaetano se rua sur la bête, profitant du fait que ses 2 poings étaient occupés pour effectuer une savante roulade entre ses jambes, récupérant du même coup son arme. Il se releva d'un bond en cochant du même coup un carreau pour faire face au golem. Il se retrouvait maintenant dans son dos et voyait clairement ce qui avait attiré son attention un peu plus tôt. Une lueur violette pulsait tranquillement, émanant d'une pierre parfaitement ronde, juste au niveau de la nuque de la créature. Brouhaha! Rugit le golem, resserrant son emprise sur le pauvre Gunther. Laissa échapper en remerciement ce dernier, apercevant du coin de l'œil que son ami était revenu pour l'épauler. Si des veines palpitantes sur le point d'éclater pouvaient être un signe d'encouragement, Gunther supportait son compagnon d'armes mieux qu'une armée de meneuses de claques le jour de la coupe des trois royaumes. Gaetano épaula son arbalète pour viser ce qu'il espérait être le talon d'Achille de la rocaille meurtrière et laissant partir un trait rapide et précis. La pointe acérée du carreau percuta la pierre luminescente dans un éclat de lumière aveuglante à travers les fissures qui s'y formaient. Le golem lâcha son emprise sur Gunther pour pousser un hurlement de douleur, se tenant la nuque à 2 mains et pivotant sur lui-même comme une toupie à la fin d'une histoire un peu trop alambiquée. Gaetano se précipita sur son compagnon d'armes afin de voir s'il était intervenu à temps. Se penchant sur lui, il constata que sa poitrine se soulevait toujours, bien que difficilement. Gunther entr'ouvrit des yeux vitreux qui s'écarquillèrent aussitôt, fixés par-dessus l'épaule de son sauveur. Gaetano jeta un coup d'œil derrière lui pour constater que le golem s'était effondré sur le cairn, mais que la lueur violette clignotait maintenant violemment et s'accompagnait d'un vrombissement de plus en plus assourdissant. Il aida rapidement son ami à se relever et le traîna tant bien que mal derrière un énorme tronc d'arbre, s'éloignant d'un spectacle son et lumière qui n'avait rien de rassurant. Le vrombissement se transforma en un sifflement aigu alors que la lumière devint aveuglante. Gaetano se recroquevilla pour protéger du mieux qu'il pouvait le cœur meurtri de Gunther, alors qu'une déflagration violente fit trembler la terre tout autour d'eux. Laissant la poussière retomber, Gaetano jeta un œil vers le centre de la clairière. Tout semblait calme, mais des éclats de pierre jonchaient le sol partout où se portait son regard. Il laissa Gunther, qui semblait avoir sombré dans une inconscience paisible, pour aller constater l'ampleur des dégâts. Le cairn s'était affaissé sous l'ampleur de l'explosion, scellant l'accès à ce qui aurait pu se trouver en ses confins. De la gemme précieuse, il n'y avait de trace, mais il doutait qu'elle ait survécu à l'effondrement du géant de pierre. En lisière de la clairière, il vit une de leurs montures qui paissait paisiblement, alors que de l'autre cheval, il n'y avait nulle trace. Il se dirigeait vers la monture qui serait très utile pour ramener Gunther vers des soins médicaux quand son regard accrocha sur une faible lueur violette au sein des débris. Que fera Gaetano? Oh. 1. Première option, il fouille les décombres afin de retrouver la gemme précieuse. 2. Il va inspecter la dite lueur violette. Ou 3. Il ramène Gunther au village pour le soigner. Alors, encore une fois, c'est à vous d'aller voter. C'est la première fois qu'on a un vrai dilemme, là, je pense. Tu penses? À toutes les fois. Là, au départ, c'était soit qu'il allait aider, puis il y avait... C'est soit qu'il allait aider ou qu'il restait saoulé, mais tu sais, il n'y avait plus vraiment de conséquences directes et immédiates. C'est ce que soit tu penses, qu'il devenait pêcheur. Ouais, c'est vrai. Brunilda dans tout ça, il y avait une conséquence. En tout cas. Alors voilà, alors allez voter sur la page Facebook de 70%, puis on se revoit s'il retourne au village, est-ce qu'il va croiser Brunilda? Possiblement. Moi, je voulais qu'il reste avec Brunilda. On verra ce qu'il Et voilà, ça nous amène à ton dernier bloc de nouvelles, mon cher Corbin. Shoot!
D'accord. Alors, pardon, je vais juste me retrouver un petit peu. Oui. Alors, une cour municipale en Suède a déterminé qu'une femme de 23 ans avait été victime d'une provocation sérieuse lorsqu'un homme lui a pogné les fesses dans un bar, mais l'a quand même condamné pour voie de fait pour sa contre-attaque, c'est-à-dire l'avoir giflé pas pire fort. L'homme de 27 ans a poursuivi la femme pour la somme de 3800$ après cette rétorque physique apparemment assez violente pour lui avoir brisé le nez. La cour a conclu que la représaille était démesurée, mais a réduit le montant à 286$ plus une amende de 380$. Voilà. Heureusement qu'on est au courant de ces affaires-là. Donc, mesdames, si vous le faites pogner, faites attention. Ben, fessez pas trop fort. C'est ça. C'est ça, tu sais. Fessez aussi fort que vous Comme le s'il y faites avait pogner. des limites à cette peu près. violence-là. Hein? L'amour, tu sais. Oui, alors les annexes installées au-dessus des pancartes d'agents immobiliers sont plus souvent utilisées pour indiquer qu'une visite ouverte est en cours ou que la maison est vendue. Mais pour cette maison de Sheridan Street à Washington DC qui a récemment été mise en vente, l'annexe indique bien que la maison n'est pas hantée. Espérons que cette information sera utile pour la vente de la maison. Ben oui, puis c'est quoi les preuves qu'elle n'est pas hantée? J'en ai aucune idée. Qu'il y a des fantômes aucun fantôme a été vu. Ouais, c'est ça. Ben let's go Bruno. D'accord, alors une longue dernière, les parents d'élèves ont fait une plainte formelle contre un professeur de sciences avec 18 ans de carrière pour avoir corrompu l'esprit de ses élèves. On reproche à Tim McDaniels d'avoir prononcé le mot vagin dans un cours d'anatomie pour 10e année. Parmi les autres plaintes, avoir expliqué la biologie d'un orgasme, avoir enseigné les MTS et la contraception et avoir montré un clip du film An Inconvenient Truth qui a mené à des discussions sur les changements climatiques. À mort, man, au bûcher. L'homme affirme d'enseigner que le contenu des livres. Il permet aussi aux élèves de ne pas assister aux cours où il enseigne le système reproductif s'ils ne se sentent pas confortables, ajoutant qu'aucun élève n'a jamais refusé de se présenter à ses cours. Le haut pourcentage de mormons étudiants à cette école serait peut-être un facteur. Peut-être. L'administration affirme qu'elle se penchera sur le sujet, mais ne croit pas que le congédiement du professeur soit imminent. C'est quand même le fun là, de savoir qu'il y a des religions qui sont pas pris au sérieux trop encore aux États-Unis. Ouais. Voilà. Ben des sectes, tranquillement. Oh, c'est une religion. Ouais, c'est ça, il l'a dit. Est-ce que tu crois à un gars dans le ciel? Non. En tout cas, s'il est entouré de métal qui vole, peut-être. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. On est rendu à la fin de l'émission déjà. C'était ce 70% pour la semaine. C'est Tommy qui vous remercie beaucoup. Merci à Mathieu Boudreau, Emmanuel. Merci à Bruno. Merci à notre invité de luxe, Hubert Mention, à qui on souhaite le mieux possible. Vous pouvez le suivre sur, en fait, hubertmention.com, son site internet. C'est là que j'ai trouvé le clip d'introduction qu'on vous a présenté tantôt, puis il y en a plein d'autres. Et donc, voilà. Sinon, restez en onde. Dans pas long, je vais parler de Rage War, le film de ce soir. Et sinon, il va jouer juste ici après. Et puis nous, on va aller écouter ça au brouhaha. C'est Tommy Godette qui vous rappelle que vous pouvez aller voter aussi au www.douteux.org pour le long métrage spécial de la semaine. La semaine prochaine, je sais pas c'est quoi qui s'en vient, mais ça va être spécial. Surprise! Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez pas trop long, là. Vous allez voir, je mets une affaire qui fait particulier un petit peu pour notre invité, là. Quoi qu'il a dû l'entendre assez souvent. Merci, bye!